Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour suivre votre magazine APJ au peuple de juger. Les samedis 3 juillet dernier, 11 personnes ont perdu la vie dans la province de l'Ituri suite aux attaques perpétrées par la milice Codeco, et même les autorités locales ont trouvé la mort dans cette attaque. Et pour en parler de la situation de sécurité qui règne dans la province de l'Ituri, mais aussi ces inondations, la situation de précarité causée par les inondations, la situation humanitaire est vraiment catastrophique. L'élu du peuple de cette province, il s'agit de l'honorable député Foura, qui est avec nous depuis un certain moment. Il s'élance pour dénoncer, pour réveiller, pour appeler à ce que la province de l'Ituri ne soit pas oubliée. Nous l'avons invité aujourd'hui pour aborder cette actualité. Honorable Foura, bienvenue. Merci beaucoup, M. Crispin. Une fois de plus, merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. C'est avec beaucoup de compassion que nous vous recevons parce que votre territoire a connu une fois de plus des tueries, mais 11 morts, parmi lesquels les autorités locales. Qu'est-ce qui est arrivé? Effectivement, tout d'abord, j'aimerais présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes, c'est-à-dire de ces 11 Congolais qui ont péri dans cette attaque, cette embuscade tendue par la milice Lendu Codeco, mais aussi présenter mes sincères condoléances à tous les Ituriens, c'est-à-dire à toute la population iturienne, parce qu'en fait, c'est l'Ituri en général qui est en deuil. À principe, si nous étions dirigés par des autorités qui se respectent, on allait décréter un deuil national en mémoire, n'est-ce pas, de ces compatriotes qui servent la nation et qui sont morts sur le chemin de leur mission pour la République, n'est-ce pas? Il était tout à fait normal, dans un État qui se respecte, avec des autorités responsables, de décréter, ne fût-ce qu'un jour de deuil national. Mais cela n'a pas été le cas, nous le déplorons. De toutes les façons, ils ont trouvé la mort sur le chemin de leur travail. Sur le chemin de leur travail, parce qu'ils étaient partis pour une mission de service à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est de retour de cette mission, n'est-ce pas, les uns rentrés dans le territoire de Aru, d'autres en territoire de Ndjougou et certains encore en territoire de Magui, qu'ils ont, n'est-ce pas, retrouvé la mort. Ils ont été lâchement abattus par les éléments de la milice Lendu Codeco vers la localité de Jina, à quelques kilomètres avant d'arriver au chef-lieu du territoire de Ndjougou. Voilà un peu. Donc, à principe, comme je l'ai dit, l'État congolais devait, en mémoire de ses compatriotes, décréter un deuil national, mais cela n'a pas été le cas. Nous le regrettons amèrement et nous dénonçons cette attitude irresponsable des autorités qui nous gèrent. Pour le dire, pour revenir à votre question, une fois de plus, Codeco a endeuillé l'Ituri. A endeuillé l'Ituri parce que les 11 personnes qui sont mortes et cette équipe est composée de plusieurs personnalités. Nous avions l'administrateur du territoire assistant chargé des questions économico-financières et de développement du territoire de Ndjougou. Nous avions dans cette équipe un honorable député provincial qui fut d'ailleurs, il y a une année, le ministre provincial des ITPR au niveau de la province de l'Ituri. Il a aussi perdu la vie. Le comptable d'État du territoire d'Aru, qui était parmi ces gens-là,
3 militaires de la FARDC, 2 policiers de la PNC et 3 civils. Ce sont bien évidemment des personnels qui accompagnent ces autorités-là. Ils ont trouvé la mort parce qu'ils servaient l'État congolais. Je m'imagine s'ils étaient restés chez eux, ils ne trouveraient pas la mort. Alors, ils s'étaient rendus où et pourquoi? Non, ils ont été convoqués à Bunia par le gouverneur de province pour une mission de service. D'ailleurs, l'administrateur, il est parti accueillir, n'est-ce pas, ces chefs de guerre, ces anciens chefs de guerre, que le chef de l'État a envoyés. Les anciens chefs de guerre. Bien évidemment. C'est-à-dire? Il y avait des anciens chefs de guerre de l'Ituri qui étaient en prison ici. Ils ont bénéficié de la grâce, présidentielle. Et bien, le chef de l'État a souhaité, leur confier une mission d'office, n'est-ce pas, aller sensibiliser leurs frères. Parce que la milice... De la prison Codeco, à la sensibilisation. Exact, c'est ça les combles. La milice active Codeco, elle est issue de la communauté Lendu, qui est la communauté de ces anciens chefs de guerre. Donc, certaines personnes ont conseillé au chef de l'État de les envoyer, mais moi je dis que ce n'était pas une bonne position, ce n'était pas une bonne décision. Parce que, pour 2 raisons. La première, ça fait une bonne dizaine d'années que ces chefs de guerre sont à prison. Autrement dit, ils sont déconnectés des réalités du terrain. Sur base de quels éléments faut-il aller rendre ces services et obtenir un résultat probant? Il n'y en a pas. Deuxième élément, la milice qui sème la désolation, c'est une milice de leur propre communauté. Qui dit qu'il n'y a pas complicité? Parce qu'eux-mêmes, ce sont des anciens chefs de guerre. Qui dit qu'il n'y a pas complicité? Pour preuve, ces anciens chefs de guerre arrivent jeudi à Bunia, accueillis par toute la province, parce que les gens veulent la paix. Ils ont tenu une réunion du comité de sécurité sous la conduite du gouverneur de province. Mais moins de 48 heures après, la milice égorge les gens, les hauts responsables de l'État. C'est un message qu'ils ont envoyé. Alors, nous avons vu l'image sur la route, le véhicule renversé. Alors, cette image, le véhicule renversé, le véhicule a connu l'accident ou c'était l'embuscade? C'était l'embuscade. Le véhicule n'a pas connu l'accident. On a tiré sur le véhicule, c'est comme ça que le véhicule s'est renversé. Le véhicule a reçu plusieurs coups de balle. Le pneu a été dégonflé parce qu'on a tiré. Et dès lors que le pneu est dégonflé, le chauffeur a perdu l'équilibre. Alors, le moment où le véhicule s'est renversé, ils ont profité pour tirer sur tout le monde qui était dans le véhicule. Personne n'est sorti sauvé. Alors, personne. Il y avait trois véhicules. Personne n'est sorti sauvé. Mais nous avons... ça combien de kilomètres de camp de la MONUSCO? Parce que aussitôt... les images montrent qu'il y avait la présence de la MONUSCO après l'attaque. La MONUSCO est un peu plus loin de là. Je ne sais pas, une bonne vingtaine de kilomètres. Bien évidemment, elle fait les patrouilles. Mais nous disons, la MONUSCO, je le dis haut et fort, que la MONUSCO est pour une promenade de santé ici. La résolution, la dernière résolution, confié par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la MONUSCO. C'était justement pour protéger les civils. Mais c'est tous les jours qu'on tue les civils sous le barbe des forces de la MONUSCO. Donc la MONUSCO est là pour une promenade de santé. Même si elle était là, elle ne sauverait pas ses vies humaines. Pour preuve, elle vient lorsque les gens sont déjà morts pour constater les dégâts. Donc, penser que réellement la MONUSCO, au stade actuel, peut constituer
réellement un secours pour les Itouriens, nous disons non. C'est pourquoi nous sommes dans l'hypothèse, d'ailleurs, je l'ai évoqué. J'ai écrit au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour lui dire qu'il faut une force spéciale du genre Artemis qui a opéré vers les années 2000 en Ituri. Mais pas cette force, cette brigade de la MONUSCO actuelle, parce qu'elle est inefficace. Elle est inopérationnelle. Donc il faut une brigade spéciale conçue au vu du contexte de la situation pour essayer, n'est-ce pas, de traquer ces éléments de la Codeco et le mettre en déroute. Voilà un peu la situation. Alors, ici, selon les informations reçues, nous avons reçu plus d'une fois, la situation ne trouve pas toujours des solutions. D'où viendra la solution pour la sécurité de ces contrées de la RDC? La solution doit venir de la volonté des hommes. Et le premier homme de qui doit venir la solution de sa volonté, c'est le chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est simple. Nous lui avons dit plusieurs fois. Nous sommes d'accord qu'il faut mettre ensemble les intelligences, qu'il faut mettre ensemble les efforts des uns des autres. Mais la Codeco, cette milice Lendu, a déclaré une guerre à l'État congolais. Ce n'est pas une guerre ethnique? Non, ce n'est pas une guerre ethnique. C'est une guerre à l'État congolais. Comment? L'État qui a la responsabilité de protéger la population et ses biens. Un individu ou un groupe d'individus sort, massacre cette population. C'est votre responsabilité. C'est comme si vous êtes parents. Quelqu'un vient frapper vos enfants. Alors que c'est à vous que revient la responsabilité de protéger vos enfants. La personne là vous déclare la guerre, non? C'est ça. La personne vous déclare la guerre. Mais pour réellement rendre ça visible, cette milice va jusqu'à tuer les éléments des FARDC, tuer les éléments de la police nationale congolaise, qui constituent l'instrument de puissance publique, qui constitue l'instrument de pouvoir de l'État. Donc à ce jour, il faut qu'on puisse diligenter une force militaire avec des moyens adéquats pour combattre Codeco. Cher Crispin, c'est l'unique solution. Et nous l'avons dit au chef de l'État. Nous lui avons dit l'unique solution pour la crise de l'Ituri, c'est une opération militaire, de grande envergure, bien coordonnée, bien organisée, de manière responsable et bien soutenue. Parce que ce que nous voyons, l'argent qu'on envoie pour aider les militaires, ça n'arrive pas sur la ligne des fronts et ça démotive. Alors il faut réorganiser la chaîne de commandement des opérations. Il faut organiser la chaîne de ravitaillement, que ce soit en termes de munitions, des équipements, des armements, mais aussi en termes de rations alimentaires sur le front. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, cette situation récurrente d'insécurité. On se rappelle à l'époque où l'ancien Premier ministre avait même découvert sur la place publique les rations des militaires. Exact. Comment on doit se comporter de telle manière? Non, c'est pourquoi nous disons, vous savez, lorsqu'on a la gestion de l'État, on doit prendre ses responsabilités en main. C'est pourquoi nous disons, aujourd'hui, je vais le dire haut et fort, le président Félix est en train de faillir à sa responsabilité par rapport à la sécurisation des Congolais et surtout des Ituriens. Nous, Ituriens, nous lui disons qu'il a failli. On n'a jamais connu autant de morts lors de son prédécesseur. Il a failli. Lorsque nous lui disons qu'il doit réorganiser la 32e région militaire de l'Ituri, il doit organiser les secteurs opérationnels en Ituri. Il doit organiser cette fameuse opération qu'on a appelée Zoruba à Ituri, pour que réellement ça produise des effets escomptés. Il faut que ces opérations produisent des effets, parce que ce sont des gens qui meurent. Je comprends, parce que pour les uns, ce ne sont pas leurs frères
ils ne les ressentent pas dans leur propre chair. Mais si c'était dans leurs frères du sang, je ne pense pas que les gens resteraient insouciants jusqu'à ce point. Nous sommes tous Congolais. Nous sommes Congolais, mais il y a des gens qui n'ont pas transcendé cette dimension tribalo-ethnique. Nous le vivons à Kinshasa. Nous le vivons. Donc, c'est pour dire, certaines autorités attendent que de pareils événements touchent à leurs enfants biologiques, pour qu'ils se réveillent. Mais si ça touche encore aux enfants d'autres Congolais voisins, ça ne leur fait pas mouche. Donc c'est pour dire, nous avons besoin d'une opération militaire. La politique. Il n'y a pas une forte présence des militaires sur le terrain. Il n'y en a pas. 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 Je ne veux pas dire le nombre ici, parce que c'est un secret de défense, mais il n'y en a pas. C'est pourquoi on doit organiser un redéploiement conséquent de militaires, des hommes sur le terrain. Pourquoi nous insistons? Nous insistons parce qu'en fait, l'Ituri devient aujourd'hui une province très stratégique sur le plan de la géopolitique régionale. L'Ituri partage la frontière avec le Soudan du Sud. L'Ituri partage la limite administrative avec la province du Haut-Uélé, laquelle province partage la frontière de la RDC avec le RCA, la République centrafricaine. Mais parlons de... Aujourd'hui, nous assistons à des incursions en répétition de l'armée loyaliste sud-soudanais. Cela signifie quoi? Il suffit que cette situation demeure, cette instabilité, cette insécurité demeure. Nous risquons de perdre ce territoire, c'est ça? Nous risquons de perdre le territoire de l'Ituri, la province de l'Ituri, parce que les troupes étrangères, il ne faut pas oublier que la LRA, cette rébellion ougandaise, et encore... Là, ce sont les photos des inondations, on va y arriver. Cette rébellion ougandaise est encore opérationnelle dans les Haut-Uélé. Donc, si l'État congolais ne fait pas attention et ne met pas tout en œuvre pour mater cette milice Codeco et d'autres petits groupes armés qui pilulent, pourquoi ils pilulent? Ils pilulent parce qu'ils voient l'État congolais dorloter. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe. Non, ce n'est pas complexe. La problématique de l'Ituri et la présence des LRA, la présence des Mbororo, les incursions à répétition de l'armée sud-soudanaise. Et finalement, vous êtes un territoire, apparemment un territoire à oublier. Nous sommes, l'Ituri, c'est une province oubliée, négligée par les autorités de Kinshasa. Et nous sommes en train de nous dire, nous sommes en réflexion pour analyser qu'est-ce que nous devons faire. Parce que lorsque ceux-là qui sont censés vous protéger ne les font pas, vous devez réfléchir. Je me pose la question... Nous ne voulons pas disparaître. Nous, comme Ituriens, nous ne voulons pas disparaître. Au regard de ces tableaux, je me mets à votre place, je me dis, comment avez-vous battu campagne dans cette configuration d'insécurité? Mais c'était très complexe. Non, à l'époque, il y avait quand même la calmie. Aujourd'hui, la situation s'est empirée. Lors des élections de décembre 2018, on pouvait se déplacer. La route, là, la RN27, aujourd'hui, qui est pratiquement non fréquentable, était devenue une sorte de couloir de la mort. Exact. Et était accessible. Donc, moi-même, j'ai quitté au bord de la voiture au volant, 3 heures de temps de mon territoire, la frontière avec l'Ouganda, jusqu'au chef-lieu de la province. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, nous, ce que nous disons... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est des coupeurs de routes? Non, pas des coupeurs de routes, ce sont des groupes armés. La milice Codeco Lendu qui contrôle pratiquement l'ensemble du territoire de Ndjougou. Le territoire de Ndjougou n'est plus sous contrôle de l'État congolais. Les gens sont d'ici à Kinshasa, mais nous le disons. Il faut qu'ils appellent les services de renseignement pour leur poser la question. Est-ce que le territoire de Ndjougou est sous notre contrôle? On va dire tout de suite non. Bien sûr, il y a la présence de quelques éléments de nos forces armées et de la police.
Mais le territoire n'est pas sous contrôle de l'État congolais. Parce que si le territoire était sous contrôle de l'État congolais, ce qui arrive n'arriverait pas. Ça, c'est de un. De deux, nous avons dit que le territoire de Ndjougou ne peut pas être administré par un civil, au vu de la complexité de la situation sécuritaire. Il faudra que l'État nomme, le chef de l'État décrète d'abord un état de siège au niveau du territoire de Ndjougou et qu'il nomme à la tête, parce que la Constitution lui autorise, un administrateur militaire. Militaire parce qu'il va utiliser des méthodes militaires pour traquer ce hors-la-loi et remettre la paix, remettre la calmie. Bien sûr, il va collaborer avec certains chefs coutumiers qui vont lui faciliter la tâche, mais il faut un militaire à la tête du territoire de Ndjougou. Mais personne ne veut l'écouter. Parce que les gens sont intéressés par des accessoires. On ne peut pas construire un État qui est dans une instabilité. On ne peut pas avoir l'état des droits dans un pays où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la sécurité. Alors, aujourd'hui, tout le monde brandit la chanson, l'état des droits. Alors, l'état des droits alors que les gens sont en train de mourir. La priorité des priorités aujourd'hui, nous le disons toujours, c'est le rétablissement de la paix et de la sécurité. Parce que même développement, il n'y aura pas de développement aussi longtemps la paix n'est pas revenue. Alors, au regard de ces tableaux que vous présentez, c'est-à-dire que la situation humanitaire est aussi catastrophique. Non, mais lorsqu'il y a la guerre, la première conséquence, on assiste au déplacement massif de la population. C'est-à-dire les gens quittent leurs endroits habituels de vie pour aller se réfugier quelque part. Et c'est là, n'est-ce pas, à toutes les conséquences qui suivent. La faim, la famine, les maladies, les cas de décès, ainsi de suite. La déperdition des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, ainsi de suite. C'est ce qui se vit en Ituri aujourd'hui. L'Ituri est devenu un enfer pour les Ituri, un enfer. Nous avons plus d'un million de Congolais, des Ituriens, qui vivent dans la belle étoile. Sans abri. Ils sont dans la rue. Est-ce qu'on peut dire dans cette condition qu'on a un chef de l'État? Est-ce qu'on peut dire pour nous Ituriens dans cette situation qu'on a un gouvernement? La réponse est non, tout de suite. Parce que plus d'un million, ils sont dans la rue. Je n'ai jamais vu le gouvernement ou le chef d'État envoyer le ministre des actions humanitaires ou de la solidarité nationale pour aller compatir avec ces gens. Jamais. J'ai dit, je n'ai jamais. Peut-être on l'a fait sans pour que cela soit médiatisé, mais je n'ai pas vu ça. Utilisant votre mandat de député national, le caucus de l'Ituri, pourquoi ne pas interpeller, mener le plaidoyer auprès des autorités, auprès du ministre de la Défense, auprès du chef d'état-major général des forces armées de la République, pour que votre voix soit entendue, pour que les enfants de l'Ituri retrouvent justice? Non, mais vous savez, M. Crispin, plusieurs fois, je vous dis que le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, a reçu les députés de l'Ituri au moins 2 fois à Kinshasa. Je dis bien au moins. Ça démontre sa bonne foi. Non, ça c'est pas de la bonne foi. Peut-être c'est une distraction. Je dis bien au moins 2 fois. En Ituri, 1 fois. Et quel est le résultat de ces échanges-là? C'est ça la bonne foi. La bonne foi résulte des résultats que vous apportez au problème vous soumis par votre interlocuteur. Parce que vous pouvez recevoir quelqu'un pour se moquer de lui. C'est ça la bonne foi. Quel est le résultat? Est-ce que c'est la mort? Ces compatriotes qui continuent à mourir, c'est ça le résultat? Non. Nous disons, nous avons vu le chef d'État, nous avons vu le Premier ministre, nous avons vu tous ces ministres-là. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Actions humanitaires, tout ce monde-là. Bref, je dis et je m'assume, ils sont caractérisés par l'insouciance. C'est ça. Et c'est irresponsable de sa part. Vous savez, j'étais même choqué
très choqué d'ailleurs. Et ça, je le dis haut et fort. Ça prouve à quel niveau nous sommes dirigés par des gens qui ne maîtrisent pas le Congo. Au Conseil des ministres, on acte sur un compte rendu publié. J'ai d'abord suivi ça, lu par le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, Juninho Makelele, avant de lire les documents de mes propres yeux. Où on a parlé de cette incursion, dit qu'il y a eu une tentative d'incursion des militaires sud-soudanais dans le territoire de Aru qui se retrouverait dans la province du Haut-Uélé. Cher Crispin, depuis quand, du chef de l'État jusqu'au plus dernier vice-ministre, le territoire de Aru se trouve dans la province du Haut-Uélé? Voyez la légèreté avec laquelle le pays est géré. Parce que déjà, sur le plan de la situation géographique, vous ne savez pas localiser avec exactitude là où l'incursion se passe. C'est-à-dire toutes les solutions que vous allez vouloir, ou les pistes de solutions que vous allez vouloir proposer, va échouer. C'est-à-dire que le rapport a été mal rendu par les services. Mais un chef d'État doit connaître centimètres, je dis bien les centimètres de son territoire et savoir les localiser. Chaque village, si je cite aujourd'hui Ariwara, le chef d'État doit savoir où se trouve Ariwara. C'est dans quel territoire, dans quelle province, dans quel coin géographique. C'est frontalier avec l'Ouganda. Voilà. Donc, c'est extrêmement important. Mais vous imaginez, du chef de l'État jusqu'aux soixantaines de ministres, y compris le Premier ministre, ils actent dans le compte rendu. Je dis bien, ils ont acté ça, que le territoire d'Aru se trouve dans la province du Haut-Uélé. Peut-être qu'il y a eu changement, vous ne connaissez peut-être pas. Quel changement? Il y a eu changement de... Sans passer par le Parlement. Sans passer par le Parlement. Seul le Parlement peut décider de changer quoi que ce soit par une loi, pas par un compte rendu du Conseil des ministres. Donc c'est irresponsable de leur part. C'est pourquoi nous disons, mais finalement, tout cela témoigne des soucis. Vous savez, les gens sont intéressés par autre chose. Finalement, votre territoire, faut prier aussi. Hein? Est-ce que vous priez pour votre territoire? Parce qu'il y a eu même des inondations qui ont causé beaucoup de morts. Et vous savez, je vais venir à la réalité. Oui. Ceux qui nous dirigent ne savent pas que, en faisant cela, ils sont en train de matérialiser petit à petit cette fameuse théorie de la balkanisation. D'ailleurs, je vais vous dire, vous savez que ce pays est déjà balkanisé. Comment? Économiquement, le pays est déjà balkanisé. Ça, je vous dis. Les gens attendent une balkanisation physique où on va morceler la terre. Non. Les impérialistes, et ils réfléchissent autrement. Ils ont distrait les Congolais. Sachant que les Congolais sont unis, ils tiennent à leur terre parce que c'est lié à leur sang. Mais le pays est déjà balkanisé économiquement. Toutes les richesses du nord-sud Kivu servent le Rwanda, vont ailleurs. Ça, ce n'est pas une balkanisation. Combien l'État congolais, regardez le budget de l'État congolais. Mais si on vous dit, que ce soit toutes les organisations internationales, s'ils font la traçabilité des ressources minérales qui sortent de la RDC pour alimenter les autres pays voisins, ce sont des milliards. L'or, vous savez, on a fait une enquête sur l'ensemble des enquêtés. Moi-même, j'ai conduit cette enquête-là. Plus de 70% disent n'avoir jamais vu l'or en Ituri où l'or est produit. C'est-à-dire, il y a un réseau bien organisé qu'on a construit qui exploite l'or et l'évacue sans que l'État congolais, le gouvernement congolais, s'en rende compte et en bénéficie. Et sans que cela soit utile pour la population congolaise. Ça s'appelle quoi ça de la balkanisation? Aujourd'hui, le franc congolais qui est la monnaie nationale, qui constitue, parce que la monnaie, c'est parmi les attributs de la souveraineté d'une nation. Vous vous rendez compte que tous les territoires frontaliers ne consomment pas le franc congolais.
Ce n'est pas la balkanisation. Parce que lorsque le territoire, par exemple chez moi, Mahagi, ça doit consommer les shillings ougandais, préférable aux francs congolais. Les territoires d'Aru, tous ces territoires frontaliers. Ça s'appelle quoi? Les gens sont dans la distraction. Le pays est balkanisé déjà économiquement. Alors, il faut qu'on se réveille. Pour se réveiller, il faut une attention particulière vers ces provinces qui sont en souffrance. Pour encore conserver l'intégrité physique et maintenant combattre, tout faire pour revenir sur cette balkanisation économique qui est déjà opérationnelle. Toute la richesse qu'on a, aujourd'hui le pétrole qui se trouve sur le lac Albert. Vous savez que l'Ouganda a déjà commencé à exploiter. La nappe pétrolière est inclinée. Bien sûr, la grande partie de la réserve est vers la RDC. Mais elle est inclinée. Et l'Ouganda qui a déjà conçu le pipeline va tirer tout ça. Vous êtes dans la distraction ici, état des droits, au Malonda, on ne veut pas ceci. Mais les gens travaillent leurs intelligences. On sème la confusion entre les Congolais. On sème la dispute entre les Congolais. Mais le plan de la balkanisation continue. Peut-être la balkanisation physique, là, où j'aimerais dire des territoires, viendra après 20-30 ans. Mais ça va trouver que déjà... Donc il faut à ce jour éviter... est déjà très percée. À ce jour, il faudra éviter que cette balkanisation économique puisse se consolider davantage. Exact. C'est ça le problème. Et pour ça, l'État doit avoir un regard. Lorsque je vous dis ces millions d'habitants qui sont abandonnés, vous savez comment les gens commencent à ne plus avoir confiance à l'État congolais, même au chef de l'État. J'ai appelé au téléphone quelques individus. J'ai dit, mais il dit non, honorable. Nous, la cause de notre souffrance, c'est l'État congolais. On ne dit même pas Codeco. J'ai dit quoi? Il dit non. La cause de notre insécurité et de notre souffrance en Ituri, c'est le chef de l'État et le gouvernement congolais. Mais qu'en est-il à l'époque? À l'époque, c'était Kabila qui était à la base. Non, l'insécurité dans le nord de vous, c'est Kabila. Aujourd'hui, c'est l'État congolais. C'est pour dire, je dis, quand on est responsable, le chef de l'État doit s'assumer. Le gouvernement congolais doit s'assumer. Parce que la Constitution trace les cadres. La Constitution dit, c'est le chef d'État qui est le garant. Très bien. Mais que faites-vous pour vous voulez que... Oui, mais il y a une situation humanitaire. Le député national, très aimé par sa population, il y a eu inondation. Est-ce que vous êtes venu en aide à cette population qui est riveraine du lac Albert? Mais est-ce que la Constitution demande aux députés d'apporter de l'aide à la population? Le député, il est la voix, le représentant. C'est comme ça qu'on dit, nous sommes une chambre de représentation. Nous avons porté ces messages haut et fort. Qu'il y a un problème d'inondation au bord du lac. Je vous ai dit, c'est ça l'injustice que nous décrions. Il y a eu inondation au sud Kivu. Tout de suite, on a affrété un avion. On n'a même pas considéré l'état d'urgence. On a envoyé les gens là-bas. Mais depuis que nous avons commencé à crier qu'il y a inondation en Ituri, le long du lac Albert, ça prend tous les 3 territoires qui sont limitrophes au lac Albert. Personne n'est venu. Les villages sont engloutis sous l'eau. Les gens n'ont où dormir. Ils ne réclament que peut-être des bâches. À la limite, parce qu'on ne peut pas donner les tôles. Le gouvernement dit qu'il n'a pas d'argent. Mais personne ne vient à la rescousse de cette population. Ça s'appelle quoi? De l'injustice. Comment voulez-vous Avez-vous contacté le ministre des Affaires sociales et humanitaires? Si, on l'a vu, on lui a parlé. Quelle était sa réponse? On a parlé au Premier ministre. Quelle était sa réponse? On s'organise, on va voir. Alors, on s'organise, Mais on va s'organiser jusqu'où et jusqu'à quand? C'est ça la question. Mais pourquoi pour les autres, vous ne vous êtes pas organisés? Il y a eu une inondation, moins de 48 heures après, vous êtes partis. Donc, l'organisation là, vous organisez pendant 1 mois, 2 mois, toute une année, 5 ans. Un peu de patience. C'est pour... Non, mais un peu de patience. Cher Crispin, je dis bien, nous sommes dans le même pays.
avec les mêmes réalités. Il y a eu inondation au Sud Kivu. Pourquoi ils ne se sont pas organisés pendant 1, 2, 3 mois pour y aller? C'était juste, c'est paf. Le lendemain, on a dit non. Il n'y avait même pas conseil de mission. On a appelé seulement, donné l'ordre, une réunion de crise. On a envoyé les gens, on a affrété la vie. Il y a eu inondation dans les Tanganyika, dans le Haut-Lomami. Mais on a envoyé les gens. C'est tous les jours que les ministres défilent dans les Grands Katanga, au Nord Kivu, au Sud Kivu. Le ministre de la Santé a été hier ici, au Nord-Sud Kivu. Mais pourquoi il ne va pas en Ituri? Parce que ces gens ont besoin de médicaments. Pourquoi il ne va pas en Ituri? Ces gens, ils ont besoin de médicaments. Les enfants meurent de kwashiorkor. Il y a des mal nourris. Parce qu'ils sont déplacés. Ils vivent hors leur lieu habituel d'habitation. Ils n'ont plus de champs, ils n'ont plus quoi. Les enfants sont dans la rue. Pourquoi le ministre ne va pas là-bas? Il s'arrête au Nord Kivu, au Sud Kivu, il revient ici. Il va au Katanga, il revient ici. Il va au Kassai, il revient ici. C'est pourquoi nous nous disons, nos propres autorités qui nous gèrent, c'est eux qui alimentent, n'est-ce pas? C'est eux qui alimentent cette germe de la balkanisation. Alors, parce qu'ils ne redistribuent pas de manière équitable les ressources de la nation. Pour toutes les provinces et pour tous les citoyens congolais. Ok, merci, honorable Foura, d'avoir accepté l'invitation. Sans que vous êtes déterminé à plaider pour votre peuple, eh bien, le message est entendu. En tant qu'élu du peuple, vous demandez à ce que les autorités puissent avoir un œil regardant sur les territoires, sur la province de l'Ituri, pour la problématique de l'insécurité, pour la problématique humanitaire, mais aussi pour la problématique économique. On termine par là. Nous disons, parce que quand on parle des autorités, les gens peuvent ramasser ça en vrac. Nous demandons au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, de s'assumer par rapport à l'Ituri. Nous savons ce qu'il a fait pour son Kasaï natal. Nous savons ce qu'il a fait pour le Sud Kivu. Nous savons ce qu'il a fait pour les autres provinces, pour ne citer que cela. Merci. Il faut... Non, s'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes ou 3 minutes pour terminer. 1 minute. Il faut qu'il s'assume par rapport aux Ituriens. Notre priorité, nous avons besoin de la paix. Et cette paix ne passera que par l'organisation de l'armée en Ituri. Ça, c'est la première chose importante. En termes d'effectifs, d'équipement, de l'organisation de la chaîne de commandement et consorts. Ça, c'est un premier élément important. Le dialogue, la sensibilisation viendra après. Ça viendra après, mais il faut une opération militaire parce que les gens meurent. Merci. Nous demandons au Premier ministre, M. Ilunga Ilukamba Sylvain, parce que c'est lui qui gère le gouvernement au quotidien, d'instruire ses ministres, le ministre des Affaires humanitaires, d'aller, le ministre de la Santé, de descendre en Ituri pour voir comment les déplacés souffrent. Merci. Pour résoudre cette question de l'inondation. Sinon, ils tireront les conséquences. Merci beaucoup. De ce qu'adviendra cette crise qui se vit en Ituri. L'Ituri était au centre de notre échange aujourd'hui sur Télé 50 dans l'émission APJ au peuple de juger. Au peuple de juger, c'est à vous de juger les arguments, les éléments des réponses données par mon invité aujourd'hui qui a abordé la problématique de l'insécurité. Non à la balkanisation, eh bien, il faudra que les décisions salvatrices, les décisions idoines soient prises pour sauvegarder l'unité de la RDC. Nous devons garder notre pays uni, comme l'a souhaité le père fondateur, le père de l'indépendance. Nous citons ici, parmi eux, Patrice Emery Lumumba. L'avenir du Congo est beau, eh bien nous devons mériter la grandeur de notre pays. Merci beaucoup et restez branchés sur notre télé, votre télé, Télé 50 bien sûr, pour la suite des programmes. Au revoir.